Il y a environ 252 millions d'années, la Terre a subi l'événement d'extinction massive le plus dévastateur de son histoire. Ce fut un cataclysme si profond qu'il est connu sous le nom de la Grande Mort. En un laps de temps géologiquement bref, 96% de toutes les espèces marines ont disparu et près de 70% des espèces terrestres de vertébrés ont été anéanties. Pratiquement toute la vie complexe sur la planète a été au bord de l'anéantissement. Comment alors certaines créatures ont-elles réussi à échapper à cet abîme d'extinction et à jeter les bases de la vie que nous connaissons aujourd'hui? La réponse réside dans une combinaison étonnante d'adaptations biologiques, d'emplacements géographiques fortuits et d'une ténacité évolutive qui défie toute logique apparente. Cet événement apocalyptique n'a pas été un phénomène soudain, mais une série de catastrophes interconnectées déclenchées principalement par l'activité volcanique massive dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie. Pendant une période qui a pu s'étendre sur des centaines de milliers d'années, les pièges sibériens, comme on les appelle, ont vomi une quantité inimaginable de lave et de gaz toxiques dans l'atmosphère. On estime que l'étendue de ces éruptions a couvert une surface de plus de 2 millions de kilomètres carrés, déposant un volume de roches volcaniques qui aurait pu dépasser les 4 millions de kilomètres cubes. Cette éruption a libéré des quantités colossales de dioxyde de carbone et de méthane, des gaz à effet de serre extrêmement puissants. La Terre s'est réchauffée de manière drastique, avec une augmentation de la température moyenne mondiale qui a pu atteindre jusqu'à 10 ou 12 degrés Celsius. Ce réchauffement climatique extrême a eu des conséquences en cascade, entraînant l'effondrement d'écosystèmes entiers. Les océans, qui couvrent la majeure partie de la surface terrestre, ont été particulièrement affectés. L'augmentation des températures a réduit drastiquement la solubilité de l'oxygène dans l'eau, provoquant une anoxie océanique généralisée, ce qui signifie une grave pénurie d'oxygène dans les eaux profondes et, avec le temps, même dans les plus superficielles. Des millions de créatures marines incapables de respirer sont mortes en masse. De plus, le dioxyde de carbone libéré dans l'atmosphère a été absorbé par les océans, provoquant une sévère acidification marine. Cette acidification a dissous les coquilles et squelettes de carbonate de calcium de nombreux organismes marins, du petit plancton aux grands mollusques et coraux, détruisant ainsi la base de la chaîne alimentaire marine. La chaîne de dévastation ne s'est pas arrêtée là. Les éruptions volcaniques ont également libéré d'énormes quantités de dioxyde de soufre, qui a réagi avec l'atmosphère pour former des aérosols d'acide sulfurique, provoquant des pluies acides destructrices qui ont endommagé la végétation terrestre. D'autres gaz, comme les halogènes, ont pu gravement amincir la couche d'ozone, exposant la surface terrestre à des niveaux mortels de rayonnement ultraviolet. Il est difficile d'imaginer un scénario plus hostile à la vie. Au milieu de cette désolation, un petit groupe d'espèces possédait une série de traits et d'adaptations qui, de manière improbable, leur ont permis de survivre à l'impensable. L'une des stratégies les plus cruciales pour la survie sur Terre fut la capacité de se réfugier sous la surface du sol. La vie souterraine offrait une protection contre la chaleur suffocante, le rayonnement ultraviolet, les pluies acides et les gaz toxiques qui ravageaient l'atmosphère. L'exemple le plus emblématique de cette stratégie est le Lystrosaurus, un thérapside dicynodonte, un groupe de reptiles mammaliens qui a dominé la fin du Permien. Le Lystrosaurus n'était pas un animal impressionnant par sa taille. Il mesurait environ 1 mètre de long, avec un corps robuste et des pattes fortes adaptées pour creuser. Ses mâchoires possédaient un bec corné et 2 dents proéminentes en forme de croc, idéales pour déterrer des tubercules et des racines, ce qui suggère un régime herbivore. L'anatomie du Lystrosaurus était un avantage crucial. Ses puissantes pattes antérieures et son large museau lui permettaient de creuser des terriers profonds, lui offrant un refuge vital contre l'enfer de la surface. À l'intérieur de ces terriers, la température était plus stable, l'air était moins toxique et ils étaient protégés du rayonnement ultraviolet. On pense que le Lystrosaurus possédait également un métabolisme bas, ce qui lui aurait permis d'entrer dans un état d'estivation ou de torpeur pendant de longues périodes, conservant ainsi de l'énergie en période de pénurie de nourriture et d'eau. Cette capacité à ralentir ses fonctions vitales était une adaptation formidable pour résister à l'extrême rareté des ressources qui a suivi l'extinction massive. La preuve fossile est accablante. Le Lystrosaurus était incroyablement abondant au Trias inférieur, la période juste après l'extinction.
Les scientifiques ont trouvé des fossiles de l'Isthrosaurus dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique, l'Antarctique et l'Asie, une distribution mondiale qui suggère qu'il a réussi à coloniser de vastes zones de la Pangée, le supercontinent de l'époque. On estime qu'après la grande mortalité, le Lystrosaurus a représenté jusqu'à 90% de la faune terrestre de vertébrés dans certaines régions. Cette dominance écologique sans précédent souligne l'efficacité de ces adaptations. La capacité de vivre sous terre n'était pas exclusive au Lystrosaurus. D'autres animaux avec des adaptations similaires pour le mode de vie fousseur, c'est-à-dire l'excavation, avaient également une plus grande probabilité de survivre. La deuxième stratégie clé était la taille corporelle. En général, les organismes plus petits ont moins de besoins en énergie et en ressources, ce qui les rend plus résilients face à la rareté. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Lilliput, s'observe clairement dans les archives fossiles postérieures à l'extinction Permien-Trias. Beaucoup des espèces survivantes et celles qui sont apparues peu après étaient remarquablement plus petites que leurs ancêtres. Un petit animal nécessite moins de nourriture et d'eau, produit une descendance plus rapidement et peut trouver refuge dans des endroits où un animal plus grand ne le pourrait pas. Cela est particulièrement vrai dans un environnement où la végétation et les sources de nourriture étaient rares et fragmentées. De plus, une reproduction rapide signifie un taux de mutation plus élevé et une évolution plus rapide, ce qui permet aux populations de s'adapter aux nouveaux défis environnementaux avec une plus grande célérité. La troisième stratégie de survie a été la polyvalence métabolique et alimentaire. Dans un monde où les écosystèmes s'étaient effondrés, la spécialisation était une condamnation à mort. Les animaux au régime strict, qui dépendaient d'un type spécifique de plante ou d'une proie particulière, sont morts de faim lorsque leur source de nourriture a disparu. En revanche, les généralistes, capables de consommer une large gamme d'aliments, de la charogne aux racines ou aux petits insectes, avaient un avantage immense. Le Lystrosaurus, étant herbivore, a pu subsister avec un régime de plantes résistantes ou de débris végétaux dans un paysage désolé. Un autre exemple est le Proterosuchus, un archosaure primitif qui est apparu après l'extinction. C'était un prédateur semi-aquatique avec un long museau et des dents acérées, mais sa nature généraliste lui a permis de profiter de toute source de nourriture disponible dans les écosystèmes aquatiques et riverains appauvris. Outre le régime alimentaire, la capacité de ralentir le métabolisme, comme mentionné avec le Lystrosaurus, a été fondamentale. Les poissons pulmonés modernes sont un analogue vivant de cette capacité. Lorsque leurs habitats d'eau douce s'assèchent, ils peuvent s'enfouir dans la boue et créer un cocon muqueux, entrant dans un état d'estivation où leur métabolisme est considérablement réduit, leur permettant de survivre sans nourriture ni eau pendant des mois, voire des années. Bien qu'il n'y ait pas de preuve directe que les poissons pulmonés du Permien-Trias aient eu exactement les mêmes capacités, la résilience de cette lignée suggère que l'adaptabilité aux conditions variables d'eau et d'oxygène a été une clé de leur persistance. Dans les océans, les stratégies de survie étaient différentes mais tout aussi ingénieuses. L'acidification et l'anoxie de l'eau de surface ont éliminé la plupart des espèces, mais les créatures qui pouvaient habiter des eaux plus profondes ou tolérer des conditions extrêmes avaient une chance. Un exemple étonnant est le coelacanthe, un poisson qui a été qualifié de fossile vivant. On le croyait éteint avec les dinosaures jusqu'à sa redécouverte en 1938 au large des côtes sud-africaines. Le coelacanthe a survécu à de multiples extinctions de masse, y compris celle du Permien-Trias. Son habitat en eau profonde, à des centaines de mètres de la surface, l'a probablement isolé des pires effets de l'anoxie et de l'acidification superficielle. Dans les profondeurs, les conditions étaient plus stables, l'oxygène pouvait persister à certains endroits et l'acidification était moins prononcée. Un autre groupe de survivants marins notables sont les nautiloïdes, parents anciens des poulpes et calmars. Contrairement aux ammonoïdes, un autre groupe de céphalopodes qui a presque entièrement disparu lors de l'extinction du Permien-Trias, les nautiloïdes ont réussi à survivre en nombre réduit. On pense que leur capacité à contrôler leur flottabilité grâce à des chambres à gaz dans leurs coquilles leur permettait de se déplacer à différentes profondeurs, cherchant des refuges avec de meilleures conditions d'oxygène. De plus, leurs coquilles externes, plus robustes, auraient pu offrir une meilleure protection contre l'acidité de l'eau par rapport aux coquilles plus délicates des ammonoïdes. Les limules, malgré leur nom, sont des arthropodes marins plus apparentés aux araignées et scorpions qu'aux crabes.
Ce lignage, qui remonte à plus de 450 millions d'années, est un témoignage vivant de la ténacité évolutive. Leur corps fortement blindé, leur capacité à tolérer les variations de salinité et de température de l'eau et leur régime détritivore les ont rendus incroyablement résistants. Ils peuvent survivre dans des environnements à faible teneur en oxygène pendant de longues périodes, une adaptation cruciale dans un océan anoxique. La capacité de certains organismes à survivre dans des environnements d'eau douce, comme les rivières et les lacs, qui auraient pu être moins affectés que les vastes océans, a également été un facteur. Bien que non immunisés contre les pluies acides ou le réchauffement, les plans d'eau douce ont souvent une plus grande capacité de tamponnement contre les changements chimiques et peuvent offrir des refuges plus stables. Enfin, nous ne pouvons parler de survie sans mentionner les insectes. Étonnamment, bien qu'ils soient les seuls invertébrés à avoir subi une extinction de masse terrestre significative pendant le Permien-Trias, de nombreux lignages d'insectes ont réussi à survivre. Leur succès est dû à une combinaison de facteurs: leur petite taille, qui leur permet de trouver refuge dans des fissures ou sous terre, leur cycle de vie rapide, qui leur permet de s'adapter et d'évoluer plus rapidement. De plus, la diversité de leur stratégie alimentaire, des détritivores aux herbivores opportunistes, leur a pu trouver de la nourriture même dans un monde dévasté. La capacité de voler offrait un avantage pour échapper aux zones aux conditions particulièrement défavorables et pour se disperser à la recherche de nouveaux habitats. Leurs œufs résistants à la dessiccation ou aux températures extrêmes auraient également pu garantir la survie des générations suivantes. Ces exemples démontrent que la survie lors d'un événement d'extinction massive n'était pas une question de pure chance, mais de posséder des traits devenus avantageux dans les conditions extrêmes. La résilience, l'adaptabilité, la capacité d'hiberner ou d'estiver, la taille réduite et les régimes alimentaires généralistes furent les billets pour le voyage vers l'ère suivante. L'extinction Permien-Trias a fait table rase de la vie, éliminant les dominants de l'ère précédente et ouvrant des niches écologiques qui seraient occupées par les descendants des quelques survivants. Le Lystrosaurus, par exemple, bien qu'il ne fût pas un ancêtre direct des dinosaures ou des mammifères modernes, représente la ténacité des thérapsides qui, dans d'autres branches, donneraient bien naissance aux mammifères. Les petits reptiles qui survécurent évoluèrent pour donner naissance aux archosaures, qui finiront par dominer le Mésozoïque en tant que dinosaures, ptérosaures et crocodiles. Les lignées de poissons et de céphalopodes qui traversèrent la tempête marine se diversifièrent pour repeupler les océans. La leçon de la Grande Mort est claire, la vie est incroyablement résiliente, mais sa persistance dépend de la capacité à s'adapter aux changements les plus drastiques. C'est un rappel puissant de la fragilité et de la force inhérente aux écosystèmes de notre planète, et de comment, même après un désastre aux proportions cosmiques, la vie trouve un chemin. Si cette fascinante histoire de survie vous a captivé et que vous souhaitez continuer à explorer les mystères de notre planète et son incroyable histoire, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne Explorando, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, laissez-nous votre commentaire avec vos impressions ou questions et partagez ce contenu avec d'autres explorateurs.